of Cameroon. Meantime, our body in a state of advanced decomposition has been discovered in Matong. That's in the Yoankili division of the central region of Cameroon. Family members, however, say that the woman, one of theirs, was killed. They are asking for a proper investigation so justice can be given to the lady. We'll tell you more on this and other stories in this edition of the news. Massacre du Gabou, des militaires reconnus coupables par le tribunal militaire de Yaoundé. 6 ans après la tuerie de février 2020, qui avait protégé la vie à une quinzaine de civils, dont des enfants et qui a une femme enceinte dans cette localité de la région du sud-ouest. 3 membres des forces de défense et de sécurité et un membre de la milice locale sont inculpés pour des faits de meurtre, incendie et autres faits. Le prononcé du verdict a lieu le 19 janvier prochain, très attendu d'ailleurs, au tribunal militaire de Yaoundé. On en parle dans ce journal. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Sénégal-Maroc, l'affiche de la finale qui se dispute demain dimanche au stade Moulay Abdellah de Rabat. Ainsi, à la veille de cette confrontation entre ces deux grandes nations, d'ailleurs favoris de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le sélectionneur sénégalais dénonce des irrégularités dont est victime son équipe, notamment réservé, le traitement réservé à son équipe sur le plan sécuritaire. Pendant ce temps, le Maroc, favori de cette rencontre avec son statut bien évidemment, est porté par son public. Évocation dans cette édition bilingue du 21. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous ouvrons l'édition de ce soir avec cette note concernant le massacre de Gabou. Il y a maintenant 6 ans, des militaires reconnus coupables par le tribunal militaire de Yaoundé. 6 ans après la tuerie de février 2020 qui avait coûté la vie à une quinzaine de civils, dont des enfants, notamment 10 enfants, dans cette localité du sud-ouest en proie à une crise sécuritaire. 3 membres des forces de défense et de sécurité et un membre de la milice locale sont désormais inculpés pour des faits de meurtre, incendie et violence sur femmes enceintes. Le prononcé du verdict est attendu le 19 janvier prochain et c'est une avancée dans cette affaire, saluée également par des organisations non gouvernementales, notamment Human Rights Watch. On en parlera dans d'autres éditions à venir. Nous parlons autre chose à Matom, dans la région du centre. Un silence lourd entoure la mort de Dame Gilbous, dont le corps sans vie a été découvert il y a quelques semaines maintenant dans sa chambre. C'était au mois de décembre 2025, face à une enquête qui a peine à avancer. La famille de la victime, justement, sort de son silence et réclame justice pour leurs proches décédés dans des circonstances encore troubles. Évocation avec Stéphane Tepoyamfa et Junior. Plus d'un mois après la découverte du corps de Ngongimbu Sandrine, la douleur reste intacte chez les proches et les questions demeurent sans réponse. Coiffeuse de profession, âgée de 45 ans, Sandrine a été retrouvée sans vie le 9 décembre 2025 dans la chambre qu'elle occupait au lieu dit Makoda, dans la commune de Matom, département du Nyon-Ekele. Alertés par des odeurs inhabituelles, les voisins découvrent une chambre fermée de l'extérieur par un cadenas. À l'intérieur, le corps de la dame repose sur son lit. Une situation troublante qui pousse la famille à suspecter un crime. Elle est ma nièce. Je l'ai appelée pour venir nous frapper. Mais dès qu'elle est venue, elle ne faisait que me parler d'où elle habite, d'où elle louait. Elle me dit que maman, je l'ai fait la possibilité de rester à Makoda. Je lui ai dit que ma fille, comme tu me dis là, que tu fermes la maison, on entre au niveau du plafond, on donne ta maison. Va voir le chef du village, que tu vois la propriétaire de la maison. Elle me dit que maman, je suis en train de te dire que quand je vois la propriétaire de la maison, il n'agit pas, il se met même à se moquer de moi. Enfin, cela n'a pas fait 4 jours, on vient nous annoncer qu'elle est morte. On n'a pas eu de fête et on ne sait pas s'il y a eu de fête à cause de la douleur. Selon le certificat de genre de mort établi le 10 décembre 2025, le décès serait survenu dans la nuit du 6 décembre
Aux environs de minuit 30, la cause du décès reste indéterminée, avec plusieurs hypothèses évoquées par le médecin, concluant à une mort suspecte. On l'assassine, on l'a fermé dans la chambre, on met le cadenas dehors, on a porté le corps, il temps de composer. Il n'y avait même pas moyen d'en mettre à la mort. On a enterré aux environs de minuit. Une enquête ouverte à la brigade de gendarmerie de Matom a permis d'interpeller plusieurs suspects qui seront plus tard remis en liberté pour manque de preuves probantes. Et depuis lors, plus rien. Toute chose qui contribue à accentuer la douleur déjà présente dans les cœurs des membres de la famille de Sandrine. Je demande à la justice vraiment camerounaise de m'aider. Tout ce que je peux réclamer n'est que justice. Parce que si justice n'est pas faite, je ne serai pas tranquille. La famille de Ngongimbo Sandrine appelle les autorités compétentes à accélérer les enquêtes. Elle ne demande qu'une chose, que la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsables répondent de leurs actes pour le repos de l'âme de leur fille. Parlons politique à présent. Dans l'attente de la convocation du corps électoral en période municipale et législative 2026 à venir est aux inscriptions à travers le triangle national dans la litige. Notamment, la campagne est marquée par de nombreuses demandes de transfert des potentiels électeurs déjà inscrits ailleurs, notamment dans des villes, préfèrent migrer de ces centres suivants vers le lieu et ce reportage que propose Emmanuel Job et Aïk Serena. Dans plusieurs villages de l'arrondissement des Bordoula, département de la Léquier, les centres d'inscription installés par Elections Cameroun ne désemplissent pas. Les populations souhaitent se faire enrôler sur les listes électorales. Élection Cameroun est là pour que les populations puissent se rapprocher, pour que tout le monde puisse être enregistré, que ça se passe bien il faut là, qu'il n'y ait pas de plans et le meilleur doit gagner. Mais la particularité ici, c'est que la plupart de ces potentiels électeurs changent de localité. Déjà inscrits ailleurs, ils souhaitent un transfert pour le village. Ce qui m'a motivé à faire le transfert, c'est la facilité au vote. Parce qu'à Yaoundé, les bureaux de vote sont souvent inondés et les routes sont souvent barrées. Et je pense que venir voter dans mon village pendant le vote est très accessible. On ne doit pas oublier d'où nous venons. Peu importe là où on peut se retrouver aujourd'hui, on a des sources. C'est aussi très bien de venir d'abord rentrer à ces sources et venir reposer cet exemple-là. Celui qui ne s'est pas inscrit n'a pas droit au débat. Si on veut débattre, alors venons nous inscrire. Mais si certains sollicitent un transfert, d'autres sont plutôt en quête d'une toute première inscription sur une liste électorale. Je n'avais jamais eu cette occasion de m'inscrire une fois dans les listes électorales. Mais dès lors que nous constatons que la localité n'évolue pas, j'ai pris donc cette responsabilité de venir m'inscrire pour le faire. Déjà ma voix pour porter pour qu'il y ait changement dans notre localité. À Evodoula notamment, le site choisi par Elections Cameroun pour cette campagne d'inscription n'est pas anodin. Juste à l'entrée d'une paroisse, question d'attirer les fidèles à la fin de la célébration. Et dans la région de l'Est, la production agricole en baisse du fait de la difficile mobilité des chefs de poste agricoles. C'est pour pallier à cette difficulté que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui en doté ses chefs de centre de poste agricole de 84 motocyclettes adaptées. Le gouverneur de la région de l'Est, qui a assisté à cette cérémonie de remise de ce matériel roulant, a instruit aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Reportage avec toi, Benjamin Issa. 80% de la production agricole dans la région de l'Est provient des petits exploitants en zone rurale. Et pour les encadrer, des chefs de poste agricoles dont la mobilité opérationnelle n'est pas toujours assurée. Donc je suis à 50 km du centre de Yopadouma. Donc pour arriver là-bas, si tu as un moto qui est déjà monté, c'est pas très facile. Il faut aller et rester là-bas. 25 km à parcourir presque chaque jour. Voilà pourquoi on avait beaucoup de la peine d'être sur le terrain à tout moment. Une difficulté d'ailleurs reconnue par l'administration
qui se déploie dans la recherche des solutions durables. Chaque chef de poste agricole dispose en moyenne de 7 villages. Vous comprenez que pour retrouver les producteurs qui sont dans les 7 villages et aller dans leurs exploitations, le chef de poste agricole a besoin impérativement d'une moto. Afin de permettre un encadrement de proximité des producteurs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de doter 84 chefs de poste agricoles de motocyclettes adaptées. À proximité des chefs de poste agricole et des agriculteurs permettra d'améliorer l'efficacité de leur travail qui va se traduire en augmentation de la productivité et de la production agricole. Outre l'augmentation de la productivité, ce matériel roulant est un véritable réarmement moral de l'encadreur de base. On va effectuer un bon travail et donner les bons résultats. Cette dotation est salutaire parce qu'elle vient vraiment à point nommé parce qu'on a attendu longtemps. Aujourd'hui, elle se concrétise. Cependant, ces motos d'une certaine performance ont besoin d'être sécurisées par le système GPS. Nous conseillons à tous les bénéficiaires de faire installer le système de tracking sur ces motos, non seulement pour le suivi détaillé de ces motos, mais également pour la sécurité de ces engins et même des personnes qui les utilisent. En remettant les clés de ces engins, le gouverneur de l'Est rappelle aux bénéficiaires que ces motos sont des biens publics dont il faut en faire bon usage. Un tour en international avant la page de sport de ce journal. Couvre-feu au Tchad suite aux affrontements meurtriers avec des paramilitaires soudanais à la frontière du pays, avec de nombreuses pertes en vie humaine enregistrées, des tensions post-électorales en Ouganda suite aux accusations de fraude et à la contestation des résultats qui donnent Yoweri Museveni largement en tête, et il y a également Mamadi Doumbouya qui prête serment en Guinée-Conakry, ouvrant ainsi un nouveau chapitre institutionnel après son élection il y a quelques semaines maintenant. La mouture internationale est signée Innocent Abika et Esther Gandhi. Au Tchad, 7 soldats ont été tués et un général blessé lors d'une altercation avec des paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide près de la ville de Tiné à la frontière avec le Soudan. Selon le gouvernement tchadien, les FSR ont pénétré sur le territoire national, refusé de se retirer malgré les injonctions, puis ouvert le feu avant de regagner le Soudan. Les autorités dénoncent des incursions répétées liées au conflit soudanais et affirment vouloir réagir avec fermeté pour protéger l'intégrité du territoire. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, un couvre-feu de 20h à 5h a été instauré dans le département de Tiné jusqu'à nouvel ordre. En Ouganda, au lendemain de la présidentielle et des législatives, la tension est vive, l'opposition affirmant que le candidat Bobi Wine aurait été brièvement enlevé et accusant l'armée d'avoir tué des partisans, ce que les forces de l'ordre démentent. À Kampala, la police a dispersé les manifestants au gaz lacrymogène après l'annonce des premiers résultats, tandis que des incendies ont été signalés puis maîtrisés. Selon la commission électorale, le président sortant, Yoweri Museveni, est en tête avec plus de 70% des voix devant Bobi Wine. Le scrutin s'est déroulé dans un climat tendu, marqué par une coupure d'Internet, des retards et des accusations de fraude dans un pays sans transition pacifique depuis 1962. En Guinée-Conakry, le président Mamadi Doumbouya a prêté serment ce samedi 17 janvier 2026 au stade général Lanzana, comté de Nongo, à Conakry, en présence de plusieurs chefs d'État africains et de partenaires stratégiques de la Guinée. Cette cérémonie marque l'entrée en fonction officielle du président, élu avec 86,72% des suffrages exprimés. La cérémonie a été placée sous le signe de l'unité nationale, de la paix et du rassemblement de toutes les composantes de la nation. Et ouvrons la page sport de ce journal avec cette victoire du Nigeria sur la sélection égyptienne. Ce soir même, le Nigeria donc l'emporte sur les pharaons d'Égypte.
remporte ainsi la finale de la CAN Maroc 2025. Et justement, parlons de cette CAN Sénégal-Maroc, c'est l'affiche donc de la finale qui se dispute demain 18 janvier 2025 au stade de Moulay Abdallah à Rabat. Ainsi donc, à la veille de cette confrontation entre ces deux grandes nations, d'ailleurs favoris de cette 35e édition de la CAN, le sélectionneur sénégalais dénonce des irrégularités dans le traitement réservé à son équipe, notamment sur le plan sécuritaire. Cependant, pendant ce temps, le Maroc avance avec le statut de favori et surtout porté par son public. Regardons tout cela dans ce reportage que proposent ce soir nos employés spéciaux à Rabat, Fabrice Elomo et Zékiran Gandhi. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Le joueur était en danger. Tout pouvait se passer comme des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Un message clair, assumé, envoyé avant même d'entrer de plein-pied dans le registre sportif. En conférence de presse dans un match, à quelques heures de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, dénonce des irrégularités dans le traitement réservé à son équipe, évoquant notamment des préoccupations liées à la sécurité. À leur arrivée, à Rabat, ville de la finale. Je pense que les enjeux du football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait. Aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Des difficultés extra-sportives qui ne semblent pourtant pas entamer la détermination des Lions de la Teranga de soulever un deuxième titre continental. C'est sûr que la coupe, on va la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils ont pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui l'emportera. En face, le Maroc joue de solides arguments. Pays hôte de la compétition, les Lions de l'Atlas évolueront devant un public quasiment acquis à leur cause. L'équipe en est bien consciente. Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux dire que ça pousse et demain, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour conscient de la pression qu'il a fait sur les épaules. Mais ils sont capables, hein, attention, ils sont capables et peut-être ça va les motiver. Même avec ce statut de favori, les Lions de l'Atlas restent prudents, conscients de la pression qui leur pèse sur les épaules. La finale de la CAN 2025, c'est Dieu entre Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas, deux nations en quête d'une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre qui va se décider ce match dès 20h au complexe sportif Mouli à pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner. La finale de la CAN 2025, un duel entre Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas, deux nations en quête d'une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre qui va se décider ce dimanche dès 20h au complexe sportif Mouli Abdallah du Rabat. Et donc, que le meilleur gagne. Mais en attendant, très critiqué pour les décisions prises à la Confédération africaine de football sous son règne, le président de la CAF, Patrice Motsepe, était face à la presse au centre média du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat pour tenter de clarifier les sujets polémiques. Ainsi donc, le président de la CAF a parlé entre autres de l'arbitrage et surtout de l'influence supposée de la Fédération internationale de football, l'association FIFA, sur le football africain. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Eric Florent Ouattara et Vivien Tonfang. Face à la presse au centre média du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, le président de la Confédération africaine de football a été acculé de questions portant sur certaines réformes annoncées il y a quelques semaines
notamment la modification de la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations qui passera de 2 à 4 ans. Le fait d'amener la Coupe d'Afrique de 2 ans à 4 ans, vous l'avez dit simplement en conférence de presse. C'est genre de décision historique, culturelle. Vous devez travailler ça en amont, envoyer des courriers ou appeler la presse pour avoir plus de temps d'explication. On a un problème d'explication. Il n'y a pas de communication de la CAF et les journalistes. On ne vient pas tous les 2 ans. Déverser tout ce que vous allez dire. On ne connaît pas votre programme. Qu'est-ce que vous allez faire dans 2 ans, dans 3 ans? Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Nations, de 54 pays, personne ne comprend. Si quelqu'un dans la salle dit qu'il a compris quelque chose, ce qu'on l'a mal expliqué comme au Cameroun. Rejetant en bloc les soupçons sur l'influence de la FIFA sur l'instance fêtière du football africain, Patrice Motsepe a indiqué avoir plutôt pris en compte des remarques objectives selon lui formulées par les clubs employeurs de la plupart des joueurs retenus par les différentes nations pour cette compétition. How much did I pay for the AFCON? I think when I became president, the first price was maybe 4 million or something. 4 million, and I immediately increased it to 5. I don't know where the 5 was going to come because we owed $150 million at the time. And then increased it again to 7 for Côte d'Ivoire and increased it again to 10. And I'm excited because I know some of those players, not the ones who play in Europe, the ones in Africa. If they get significant money, some of that money goes into their pockets. And that's what we want. L'organisation par 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations répond selon Motsepe à l'esprit d'union qu'il souhaite inculquer au peuple d'Afrique. We want all our people to be together. We want all Africans to be together. And there's unity. Of course, there's unity in the continent, but it's also a commitment. Patrice Motsepe a réitéré son intention d'annuler le championnat d'Afrique des Nations qui sera, a-t-il annoncé, remplacé par l'African Football League. The first thing I was asked when I became president was, kill the CAN, stop it. And I wasn't going to do that because some of the member associations who do not have the resources and skills, almost 20 of them said, please keep it in, and that's why we had to allocate resources, and that's why the CHAN we had in Kenya, Tanzania, Uganda was enormously successful. But I can tell you now, with this African Nations League, it will take the place of, our competitions are going to be reviewed, and I can tell you now, there will not be a CHAN. There will be no need for a CHAN. Malgré la qualité des infrastructures sportives offertes par le Maroc, cette compétition n'a pas échappé aux critiques, dont les plus persistantes concernaient l'arbitrage. Dr Motsepe a indiqué la volonté de l'instance qu'il dirige de faire de l'équité une préoccupation permanente. Et pour illustration, il a annoncé le changement de stade d'entraînement du Sénégal à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à la demande de la Fédération sénégalaise de football. Cet élément de Eric Florent Ouattara, il vient enfin pour mettre un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise. C'est avec vos informations. Thanks, Kevin Chogo. Ladies and gentlemen, we're happy joining us in the second segment. A family is in shock and calling for justice in Maton, that's in the Nyong-Akele division of the Central Region of Cameroon, following the controversial death of one of theirs. 45-year-old Sengembo Sandrine went missing since the 9th of December 2025, but only discovered a few days ago with her body in an advanced state of decomposition. Law Maniero has the rest in the following story. Madeleine, age of 45 years old, was found dead in her room in Makoda in the department of Nyong-Akele. She was found at a decomposition stage on December 9, 2025. Her family members were informed of the situation later, and from their explanation, they said she was killed by her close members. She was told me that when she talks to the landlord, he says nothing, and I told her to look out of Makonde because she will be killed. Once they stole her money, and now they have the spare key of her house. She said she fears nothing, but then she has to move out of this village. I told her to go and meet the chief of the village, but she replied, when she speaks to the chief of the village, he laughs at her. For days. 4 days later, she was announced dead. The elements of the gendarmerie of Mato
opened up investigations to arrest the author of this horrible act, but till then, no response has been given to the family who claims justice. I'm the mother of the victim that was killed in a horrible manner on December 9. She was killed and left down in her house, and her body was decomposed. I demand for justice. Let the family government help us to condemn the authors of this horrible crime. According to them, the first people who were arrested were set free from the absence of tangible elements of investigation. The family is pleading to the local authorities of this region to continue investigation so that the soul of the victim can rest in peace. While waiting for favorable actions, they are still mourning Gimbu's murderer. And 4 individuals, including 3 members of the Cameroonian Defense and Security Forces, have been found guilty in connection to the February 14, 2020 massacre in Garbo, that's in Two Subdivision, Dongamantu Division of the Northwest region of Cameroon. Their involvement was established by the Military Tribunal in Cameroon's political capital city, Yaoundé. We have details in the following report. The massacre occurred on February 14, 2020, when government forces and allied Fulani militia entered the village in Cameroon's northwest region, killing civilians, burning homes, and looting property. Human rights investigations determined it was a reprisal attack against a community suspected of harboring separatist fighters. The trial, which began in December 2020, faced numerous delays and irregularities. The court will determine prison terms for the convicted individuals on February 19, 2026. However, 17 other ethnic Fulani vigilante group members charged in connection with the massacre remain at large, and senior military commanders and officials with potential command responsibility have not been investigated or charged. The Anglophone crisis, which began in 2016, has displaced nearly 600,000 people within Cameroon and forced over 77,000 others to become refugees in the neighboring Federal Republic of Nigeria. Both state security forces and armed separatist group members have committed serious human rights violations with widespread impunity. The verdict is seen as a moment of recognition for victim families, though full justice is yet to be achieved. And the corpse of the president of the African Movement for the New Independence, Mandem political party, and Issei Kane, remains a bone of contention between the government of Cameroon and his biological family. 2 months after he died in detention, his corpse has not been released to the family yet. Babila Jonathan tells us more in the following report. The biological and political families of Issei Kane continue requesting the corpse of the late president of the African Movement for New Independence and Democracy, Mandem. Nous avons écrit au président de la République pour l'institution de la dépouille de notre président. Clement Djou, member of the political bureau of Mandem, raises concerns about the fact that they have written to high-ranking authorities of the Republic, including the head of state, to no avail. Depuis au 1er décembre, les avocats de la famille ont entrepris des démarches. The Kane-funded lawyers and officials of Mandema also declined what they qualify as the desecration of the politician's corpse. An autopsy was conducted on the corpse of Issei Kane by state-assigned forensic pathologists in the absence of a medical expert for his family. On to something else, transaction, and that is the Transatlantic DSA took over the cargo scanning operations of the port of Douala Bonaberi on January the 2nd, 2026, ending a period of dispute between the port officials and the Ministry of Finance in Cameroon. This institution operates within the framework of a structured public-private partnership aimed at strengthening port security and the modernization of the port of Douala. We have to do this with Senator Chawuju. The scanning of goods at the port of Douala was recently at the heart of a dispute between the Port Authority officials and the Ministry of Finance, marked by an exchange of press release between the two parties regarding this strategic tool for customs control and securing the port platform
and the national territory. It is in this context that a new operator, Transatlantic D, has entered the scene, now in charge of non-intrusive cargo inspection operations. The GM of the Port of Douala is someone with high level of competency. I am not sure he can come and be signing contract anyhow. If we sign this condition, it means that the floor was completely shaken and completely he made sure that everything is in order. We don't have any conflict with anybody. Transatlantic D is a Cameroonian company by a Cameroonian promoter. The company started its activities in the Caribbean. It's not an activity that the company is just discovering or trying to prove ourselves with this first opportunity. Since January 2nd, 2026, the teams of Transatlantic D have been carrying out scanning operations in strict compliance with the operational and security procedures coupled with unprecedented speed. We had to come and enter into this day-to-day environment without bringing too much disturbances. So what we did is asking ourselves, how are we going to do better than what has been done previously? First example, on the import scanning. So when you come through Marché Sandaga, when all trucks coming there pass directly through the scanning before going to the terminal. You can also see, compared to what was done in the past, where a truck had to go all over around before going to the terminal. So all these are key performance indicators that help the Port Autonome of Douala to improve his performances and also to take the performance at the high level, at high standard. Transatlantic D operates within the framework of a structured public-private partnership at the heart of the National Port Modernization Strategy. Thus, 100% of goods, whether imported or exported, now be subjected to a control. We are using high-quality scanners. We have a mobile scanner with artificial intelligence included, and this artificial intelligence today can behave and be more performant than a human being. By relying on certified equipment, mobilized teams and procedures that comply with international standards, Transatlantic D does not only present itself simply as a service provider, but as the operational tool of a national ambition to make Cameroon the safest and most credible hub in Central Africa, capable of protecting the interests of the public treasury while securing national borders. If you used to import containers, you bring 10 containers to our head because there are suspicions. What will happen? You enter into damages charges that you will have to pay. At the end of the day, the supply chain, the cost of your supply chain will explode, and the profitability of your company will be impacted. So we are not only trying to make the life of customs authority easier, we are also working to help Cameroonian companies to be more successful. The operator is working to further facilitate transactions and other procedures for users who welcome the innovations brought about since Transatlantic D came onto the scene. In terms of innovation, what we have to know is that you can bring all kind of machine around. At the end of the day, you need to ask yourself, what do you want to achieve? Do our main partners, the Port of Douala, what do they want to achieve? They want to, speed up the transit of all the goods passing through the Port of Douala. This is where we have to come into play and put ourselves to finalize this platform they call SCP, where every stakeholder can go there and take information and use it in real time. So when a customer or whoever, a Cameroonian will be in front of a custom, in one single click, he will be able to see everything. See the image of the scan, see the result of the scanning, see if the guy has paid all what he has to pay, and the RCC will see the same thing before releasing or admitting the container in the terminal. So this is the kind of innovation we are bringing. Transatlantic D aligns with the National Border Security Policy and relies on a 100% scanning system guaranteeing non-intrusive and systematic control. With the arrival of Transatlantic D, the Port of Douala Bonaberi is entering a new phase of its security system, which illustrates the Cameroon authorities' desire to diversify partnerships and strengthen sovereignty in management of. Alors, on to something else.
Boko Haram insurgent activities have had a negative and devastating impact on social and economic activities within the Mokolo Council area, that's in the Far North region of Cameroon. However, the council authorities are determined to continue to move on with activities like providing potable drinking water, good health care accessible to the local population, farm-to-market roads, and other issues which were outlined during the recently projected and defended council budget for the Mokolo Council area. Emmanuel Fungo has more in the following report. The Mokolo Council in the Far North region of Cameroon is experiencing a gradual return to calm after a period of internal conflict between municipal councillors and council executive. Despite this, the council is still grappling with the impact of Boko Haram attacks and insecurity, which have severely impacted local economic activity. Access to good roads, potable water, and many other amenities remain a significant challenge for the population. Access to potable water is a big problem for us. From Ufusalasa to Rosé and Jeleng, water is practically absent. The entire area is equally enclaved. It's been 7 years we haven't had electricity. The Zidane Hospital has been operating with a standby generator. They spend a lot on fuel. Per day, they use about 50 liters of fuel. If we had electricity in this area, we would spend less. However, the council executive is pushing forward development initiatives. Several projects are underway, including the construction of healthcare centers, improvement of road infrastructure, and investment in the education sector. The council has also strengthened the capacities of municipal police with the acquisition of pickup vehicles aiming to improve urban security. The Bola Health Center has been able to put a smile on the faces of the population. We thank the Mokolo Council for what they are doing. We are in need of more health personnel to attend to the needs of the population. We have constructed more than 100 boreholes, more than 40 classrooms, more than 50,000 benches. We are making great strides. The mayor of Mokolo, Dr. Vovo Dekime, is determined to complete his mandate, acknowledging the scale of challenges and issues the municipality faces. The Mokolo Municipal Council has adopted the 2026 budget set at approximately 5,442 million francs CFA, which aims to be both realistic and focus on pursuing local development efforts. President of the Confederation of African Football CAF, Dr. Patrice Motsepe, has revealed or announced that 10 million francs CFA will be handed to the winner of the African Nations League, that is the African Nations League, which is going to be introduced. He made this declaration during an important press conference with men and women of the press in Morocco today. It was also an opportunity for him to answer questions from journalists on the day-to-day running of the important football confederation, that is CAF. We have GTV sportsman Simandika Itogo. Began with a minute of silence for Malian journalist Mohamed Sheikh Tidia Soumaire, who was covering the AFCON and found dead in his hotel room. It was an opportunity for media men present in Morocco to clear their doubts on certain issues within the Confederation of African Football, amongst them the change of the period for the Africa Cup of Nations from every 2 to 4 years and the introduction of the African Nations League. The revenue of the AFCON is significantly less than the revenue that we have implemented for the African Nations League, and we will be launching it in the next few years. So we are absolutely convinced that we are not going to adhere to a competition simply because it has been there for the past few years. For CAF's president, FIFA has never dictated to them what they are supposed to do. Talking absolute nonsense is to say to me that we will run Africa for Europe. Absolute rubbish. It's nonsense. They're insulting us. We run Africa for Africa. CAF's president adds, we've got to make sure that we educate and expose so that our people can understand that the decisions we've taken are definitely, they are not populist,
they're not sentimental in the sense that you have to defend AFCON every 2 years. You're going to have a better competition every year, not every 2 years. But our duty is we've got to explain, because at the end of the day, we are accountable. In the course of the presser, CAF's president Dr. Patrice Motsepe declared that with the introduction of the African Nations League, the African Nations Championship, CHAN, for home-based players will be automatically removed from CAF's calendar. And that's all for the 8 p.m. bilingual edition of News on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for your keen attention. Stay in the couple of interesting programs on Equinox. Have a nice evening. Thank you for your attention. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition bilingue de l'actualité sur Equinox Télévision. Nous vous invitons à rester sur notre programme qui se poursuit. Bonsoir. Spare jetzt mit Stil beim About You Winter Sale. Sichere dir tolle Rabatte auf deine Lieblingsmarken bei About You mit kostenlosem Versand und Rückversand. Au sommaire ce soir, un 7e mandat de président en Ouganda pour Yoweri Museveni, encore proclamé officiellement vainqueur. Nous ferons le point sur le clan Museveni dans le choix du JTA avec Simon Rodier. Nous évoquerons aussi les inquiétudes de l'opposition autour du sort du grand rival Bobi Wine. Un sommet à Lomé jusqu'à demain, l'Union africaine réunie autour de Faure Gnassingbé, le président togolais, des médiateurs, des diplomates africains pour peser à nouveau dans ce dossier de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis veillée d'armes à la Cannes 2025. Le nouveau vainqueur du tournoi sera connu demain, le Maroc ou le Sénégal. Les 2 meilleures équipes africaines au classement FIFA. La médaille de bronze, elle va au Nigeria, vainqueur au tir au but cet après-midi contre l'Égypte. Et bonsoir à tous. Cela fait maintenant 40 ans qu'il est inamovible. Le président ougandais Yoweri Museveni a été reconduit à la tête de son pays, sans surprise, avec une marge confortable, 71% des voix contre 24% pour son principal opposant Bobi Wine, un rival qui lui affirme avoir échappé à un raid des forces de sécurité contre son domicile. Le point, Lou Bureau, Lionel Bélan. C'est depuis un endroit inconnu que Bobi Wine, le chef de l'opposition ougandaise, enregistre cette vidéo pour donner des nouvelles à ses partisans. Les autorités ont lancé un raid sur ma maison. J'ai réussi à m'échapper, mais je sais qu'ils me recherchent. Même s'ils parviennent à m'arrêter et faire ce qu'ils veulent, je tiens à dire ceci à mes compatriotes ougandais. Avant tout, nous rejetons les déclarations de M. Byabakama, car ces prétendus résultats sont falsifiés. Désormais en cavale, Bobi Wine refuse de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Il évoque des bourrages d'urnes, des chiffres fabriqués et appelle les Ougandais à résister pacifiquement face à Yoweri Museveni, depuis 40 ans au pouvoir et réélu désormais officiellement pour la 7e fois au poste de président avec 72% des voix. Les votes exprimés en sa faveur représentant plus de 50% des votes valides exprimés lors de l'élection, la commission déclare par la présente le candidat Yoweri Kibuaburwa Kagukta Museveni, président élu de la République d'Ouganda. Mais quel crédit accorder à ce scrutin, tant Yoweri Museveni était assuré de l'emporter? L'ex-guerriero, âgé de 81 ans, exerce depuis des années un contrôle total sur l'appareil électoral et sécuritaire ougandais. Comme pendant les précédentes campagnes présidentielles, de nombreux opposants politiques ont été arrêtés. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé un climat de répression généralisé. Et la veille du vote, Internet avait même été coupé sur l'ensemble du territoire. Pourtant, les forces de sécurité réfutent toute violence et nient avoir tenté d'arrêter l'opposant Bobi Wine. Je tiens à dire qu'il s'agit là d'allégations mensongères et incendiaires visant à présenter les forces de l'ordre ougandaises comme brutales et violatrices des droits d'un candidat politique. Elles sont fausses et sans fondement. Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale Kampala, tandis que la résidence de Bobi Wine et de sa famille est toujours inaccessible aux journalistes.
Et ce soir, le choix du JTA va plus loin pour comprendre cette longévité du président Museveni à la tête de l'Ouganda, déjà 40 ans au pouvoir, je vous le rappelle. Et pour cela, il faut s'intéresser au clan Museveni, sa garde rapprochée. Bonsoir Simon Rodier. Simon, la garde rapprochée du président Museveni, c'est d'abord et tout simplement, eh bien, c'est des membres de sa famille. Voilà, 40 ans de pouvoir, un régime autoritaire concentré autour de l'importance grandissante, décennie après décennie, de la famille présidentielle. Le plus emblématique et le plus connu aujourd'hui, certainement, son fils Muhoozi. Alors il a 51 ans, c'est un personnage important en Ouganda, il est le chef des armées après avoir longtemps dirigé les forces spéciales. Il est programmé tout simplement pour succéder à son père à la tête du pays. Alors le personnage apparaît dangereux pour certains experts. Il possède en effet une forme de folie ou d'exubérance qu'il entretient notamment sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il publie énormément, parfois en décalage complet avec sa fonction, et parfois pour menacer directement des opposants, comme Bobby Wine par exemple, menacé de décapitation. Quand Bobby Wine par exemple dénonce fin avril l'enlèvement de son garde du corps par des hommes armés, le fils Museveni répond « Il est dans mon sous-sol, j'ai entendu, je le torture et il a été torturé, le prochain c'est toi ». En 2022, il crée un incident diplomatique avec le Kenya en affirmant pouvoir capturer Nairobi en 2 semaines. Alors les tweets sont supprimés mais inscrits dans la mémoire. Serait-il comparable dans cette façon d'être, comme certains avancent, à Idi Amin Dada, le dictateur fou et sanguinaire de l'Ouganda des années 70 ? Eh bien, l'avenir le dira. Alors Simon, outre le fils, on parle aussi de l'épouse et du frère du président Museveni. Absolument, l'affaire de famille au cœur du dispositif. Janet Museveni, c'est la femme du président, la mère de Muhoozi, à 78 ans. C'est donc la première dame du pays, et ce depuis 1986. Aujourd'hui, elle est ministre de l'Éducation et des Sports, et qui la critique, comme c'est déjà arrivé à une professeure d'université qui mettait en cause sa politique, eh bien peut-être interpellée. Elle est même également en première ligne sur des lois très sévères. On pense évidemment à la loi anti-homosexuelle en Ouganda. Et puis, il y a le demi-frère de Yoweri Museveni, qui s'appelle Salim Saleh. C'est l'homme de l'ombre. Il est ancien général des forces armées, à la retraite, conseiller militaire du président. Certainement le membre de la famille le plus puissant. Il est chargé d'activer tous ces nombreux réseaux pour assurer la transition entre Yoweri Museveni et son fils. Il sait parler aux Occidentaux, il garde même des relais dans l'opposition, et bien entendu au sein de l'armée, même parmi les plus anciens, qui pourraient douter de la crédibilité du fils Museveni. Bref, c'est le maillon essentiel à la volonté de garder l'Ouganda en famille. Et l'argent dans tout ça, s'il faut garder la main effectivement sur le pays, c'est évidemment un levier important. Oui, bien entendu. Il faut noter que les recettes d'exportation de l'Ouganda proviennent pour moitié de l'or, le précieux minerai. Selon l'ONG Swiss Aid, l'Ouganda est un carrefour des routes illégales de l'or, extrait en RDC tout à côté ou au Soudan du Sud. Dans ces 2 pays intervient l'armée ougandaise, l'armée gérée par le fils Museveni, Muhoozi, et dans le commerce du minerai, comme l'or, eh bien rien n'échappe à Salim Saleh, le demi-frère, une famille incontournable, on vous le disait. Un décryptage complet signé Simon Rodier, merci à vous. Il a été militaire, général putschiste et désormais il est président investi. C'est en tenue civile que Mamadi Doumbouya a pris officiellement aujourd'hui ses fonctions de chef d'État en Guinée. Un mandat de 7 ans obtenu le 28 décembre dernier après une victoire haut la main officialisée avec près de 87% des voix. La cérémonie s'est déroulée dans un stade de Conakry devant 50 000 personnes. Que faut-il attendre du sommet de l'Union africaine qui a démarré au Togo aujourd'hui sous la houlette du président du pays hôte, Faure Gnassingbé? L'objectif affiché est de tenter de consolider la paix dans la région des Grands Lacs, et cela en mettant en avant les initiatives africaines. À Lomé, pour TV5 Monde, correspondance de Flore Monte. C'est entouré des facilitateurs de l'Union africaine, des représentants de la RDC, du Rwanda, des États-Unis et du Qatar, entre autres, que Faure Gnassingbé a dit vouloir créer les conditions d'une mise en œuvre cohérente des accords signés à Washington et Doha en 2025. Dans une médiation complexe avec de multiples acteurs, cette réunion avait aussi pour objectif de faire entendre la voix de l'Union africaine, souvent reléguée au second plan. Pour nous, le Rwanda, l'Union africaine dispose de la mémoire institutionnelle de cette crise qui dure depuis plus de 30 ans, et nous pensons et nous estimons que l'Union africaine a un rôle à jouer. Ce qui a été discuté, c'est d'abord la cohérence. Ce n'est pas la multiplication des accords, puisqu'il y a la Washington et Doha qui doivent rester, on ne peut les remettre en cause, mais dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre concrète de ces accords, c'est là où intervient l'Union africaine avec un rôle plus accru et plus important
pour s'assurer que les engagements pris l'année passée sont respectés. Une feuille de route a été mise en place à la suite de cette réunion qui comprend des voyages des facilitateurs dans la région des Grands Lacs. Ensuite, mi-février, Faure Gnassingbé devrait présenter un rapport au prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les suites en Côte d'Ivoire des législatives du 27 décembre dernier avec aujourd'hui la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale et sans surprise c'est Patrick Hachi qui remporte le vote, un fidèle d'Alassane Ouattara qui est perçu par certains comme un potentiel dauphin de l'actuel chef de l'État. Précision à Abidjan pour TV5 Monde, Christelle Pierre. Patrick Hachi enfile l'écharpe orange-blanc-vert et s'installe au perchoir sous les applaudissements. Dans un discours d'ouverture, il lance un engagement « Je serai le président de tous les députés avec impartialité et exigence ». Sans surprise, Patrick Hachi vient d'être élu président de l'Assemblée nationale avec près de 85% des voix. Je dis sans surprise car le parti au pouvoir, le RHDP, a largement remporté les dernières élections législatives de décembre avec 197 sièges sur les 255 que compte l'Assemblée. Patrick Hachi est un ancien membre du PDCI, aujourd'hui parti d'opposition. Il est devenu l'un des piliers du parti au pouvoir, le RHDP, ancien Premier ministre entre 2021 et 2023, acteur majeur de la stratégie économique du pays. Il est revenu en grâce début 2025 après une traversée du désert en étant nommé conseiller spécial auprès du président Alassane Ouattara, pour qui il a joué un rôle central dans sa campagne présidentielle. C'est d'ailleurs le président Alassane Ouattara lui-même qui a proposé Patrick Hachi pour le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Et ce choix est scruté de près par tous les observateurs de la vie politique ivoirienne, car alors que le chef de l'État ivoirien entame son 4e mandat, tous spéculent aujourd'hui sur sa future succession. Et ajoutons que la Côte d'Ivoire attend toujours la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Tout de suite, la CAN Maroc 2025 avec Amal. Steuer erledigt? Safe. Mit Wieso Steuer. Et d'abord Amal, le Nigeria médaillé de bronze face à l'Égypte. Victoire des Super Eagles à l'issue d'une séance de tir au but qui a mal commencé pour les Pharaons. La star Mo Salah a manqué son tir, même chose pour Marmouche. Les Nigérians, eux, n'ont pas tremblé et c'est Lookman qui offre la victoire aux Super Eagles. Et demain, c'est la finale tant attendue, Sénégal-Maroc, le choc des lions. Oui, une finale royale. Les Lions de la Teranga sont arrivés hier à Rabat, sauf que ça ne s'est pas vraiment déroulé dans les meilleures conditions. Notre envoyé spécial à Rabat, Karim Bandé, suit la compétition pour TV5 Monde. Il nous explique ce qu'il s'est passé. Une préparation plus chaotique que prévu pour les Lions de la Teranga. Déjà, de par leur présence ici, à l'annexe du stade olympique de Rabat, ce n'était pas le lieu d'entraînement prévu à la base. Et d'ailleurs, on a vu en arrivant l'un des membres du staff se plaindre de l'arrosage de la pelouse qui n'a pas été fait en temps et en heure. Et on peut aussi observer d'ailleurs que ce lieu est exposé à tous les regards, ce qui est quand même compliqué pour faire des mises en place tactiques à la veille d'un rendez-vous aussi important que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette arrivée sénégalaise a été mouvementée dès hier en gare de Rabat-Agdal avec des joueurs obligés de fendre une foule nombreuse de supporters rassemblés devant la gare, peu de sécurité présent et quelques petits mouvements de foule en tout cas, de quoi agacer passablement le sélectionneur des Lions de la Teranga, Paptio. Je préfère ne pas en parler, notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger.
Malgré ces quelques péripéties, il faut maintenant rester concentré, c'est ce que nous disait le milieu de terrain Lamine Camara il y a quelques minutes. Focus sur cette grande finale face au Maroc pour remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire du Sénégal. Sachez que la Fédération sénégalaise de football a annoncé dans un communiqué que tout était rentré dans l'ordre et a remercié la Fédération marocaine pour sa réactivité. Le Maroc, justement, on s'y rend. On va rejoindre notre invité Youssef Chani, journaliste et commentateur sur Radio 2M. C'est lui qui va commenter cette finale. Et d'abord un mot, est-ce que vous nous entendez d'abord un mot sur ces incidents avec la sélection sénégalaise? Ça se passe souvent comme ça au football? Alors bonsoir. Un mot sur les incidents qu'a cité Baldé. Je pense que déjà l'équipe de communication du Sénégal a déjà annoncé sur leur site comme quoi nous allons prendre le train de Tanger à telle heure et nous allons arriver à telle heure à Rabat Agdel. Donc déjà, si personne ne le savait, tout le monde le savait à un moment même. Et si on revoit les photos, enfin les séquences, on va s'apercevoir comme quoi c'était plus des Sénégalais qu'autre chose, mais c'était une ambiance de bon enfant. Et je pense que rien n'a dérapé. Et je crois que c'est de bonne guerre essayer de faire un peu de piment avant la finale, avant 24 heures de la finale. Donc je pense que ce sont des choses qui pourraient arriver, mais aucun incident n'a été enregistré. Et c'est pour ça que je pense que déjà, nous, le Maroc avec le Sénégal, il n'y a aucun problème, que ce soit entre amis, entre frères et même entre sportifs. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Oui. Youssef Chani, sur le plan sportif, maintenant c'est une finale logique avec les deux meilleures équipes africaines. Mais le Sénégal, lui, a plus d'expérience que le Maroc dans cette compétition. On le rappelle, il a été 3 fois finaliste lors des 4 dernières éditions. Ils ont gagné une fois en 2021.